Bienvenue dans Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Ici, on part à la rencontre de créatifs, mais surtout de leur esprit d'entrepreneur. S'il y a bien une chose que tous les porteurs de projets vous diront, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, rien ne se passe jamais comme prévu. On a beau anticiper, on se retrouve parfois face à une crise un peu sortie de nulle part, comme une pandémie, par exemple. Alors comment fait-on pour continuer à avancer malgré tout et tenir le coup aussi bien moralement que financièrement ? Pour Alexandra Luce, cette crise est arrivée au pire moment, en plein lancement de son produit. On lui a littéralement coupé les ailes. Le Yaka, c'est son bébé, son produit, un porte-classeur innovant et design. C'est dans son bureau qui fait office de petit showroom qu'elle m'a reçu autour d'un café, parmi ses Yaka multicolores. Alexandra, elle a tout lâché pour se consacrer à son rêve, devenir entrepreneuse. À ce moment-là, je travaillais full-time donc dans une grosse boîte américaine et de temps en temps, le week-end, ça a pris un certain temps, j'ai commencé à la maison à créer des petits prototypes pour répondre à ce besoin de transporter un classeur facilement. Donc ça a pris un certain temps. Et tout ça fait son petit bonhomme de chemin pendant plus d'1 an, jusqu'en février 2017, où je me suis dit, voilà, tous les signaux minimum sont au vert, je ne sais plus concilier et mon statut de cas dans une grosse boîte et mener à bien mon projet. J'ai quitté cette multinationale, j'ai créé Yaka Company avec un associé qui est mon compagnon, mais qui lui est passif, qui m'a accompagné dans cette aventure. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à faire des recherches pour développer d'abord le design correctement au niveau du Yaka, où j'ai fait appel à un jeune designer super qui s'appelle Gauthier Poulain. Et puis par la suite, faire mon petit tour et de rechercher l'usine qui pourra produire les Yaka et les développer avec les spécificités techniques dont j'avais besoin. Boost Up arrive à un moment incroyable pour elle. C'est véritablement le début de l'aventure. Elle avait déjà cherché qui allait produire le Yaka et comment, mais la bourse lui donne réellement l'impulsion de rentrer dans la cour des grands et d'aller plus loin dans la technicité. Un challenge énorme pour elle, puisque sa marque est rapidement déposée à l'international. Le Yaka est protégé dans 75 pays, la marque est déposée au niveau international. J'étais consciente que ça allait être un challenge incroyable, parce que vouloir faire connaître un produit à l'international, une marque inexistante, un produit jamais vu, ça allait être un challenge énorme. La première chose, c'est que j'ai commencé avec des petites productions, vraiment petites, via mon e-shop, le but c'était quand même de trouver un distributeur, effectivement d'abord dans son propre pays. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Philippe Roukens, qui a créé les magasins Club à l'époque, et via on est rentré en contact et il m'a dit, mais vous savez quoi, donnez-moi un Yaka, prenez-en un, et il y a un salon des papetiers Benelux qui se tient à Malines, et on va y aller tous les deux. Moi, j'étais pas du tout prête, j'avais des petites productions, etc. Et on l'a fait. Et en arrivant sur ce salon, en allant présenter le produit, une société qui s'appelle Turbel, qui est mon distributeur aujourd'hui, me dit « Excusez-moi madame, mais il vient d'où votre Yaka ?» Alors ça, c'était surréaliste. Et en fait, on avait fait un petit spot de lancement Yaka sur Facebook, et eux l'avaient vu et avaient dit « C'est un chouette produit, il faudrait éventuellement prendre contact avec eux. » Donc finalement, ça s'est fait. Ça a été mon expérience, donc Benelux. Et puis là, je suis rentrée dans un challenge auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est que je pensais avoir une production au niveau pricing maîtrisé, mais quand on rentre dans la cour des grands, on se rend compte qu'il y a différents intervenants et que ces intervenants doivent avoir leur marge et que le produit doit encore être vendable au consommateur final. Et ça se règle de manière, c'est pas très compliqué, c'est optimaliser la production, accroître les commandes de production, puisque plus je produis, moins finalement ça me coûte. J'ai changé pour certains pays mon fusil d'épaule et je ne passe pas plus par des distributeurs, mais plus par des revendeurs ou des grossistes, ce qui me permet de gagner de la marge, etc. Donc ça, ce sont des problèmes que j'ai dû régler en me rendant compte de vouloir passer à cette étape supérieure et distribuer mon produit à l'international. Depuis la création du Yaka, avec les frais qui ont été investis et le business plan développé, je savais que vendre ici en Belgique, ça n'avait aucun sens, que je n'en sortirais pas. Ce que j'ai pu constater au fil de mes rencontres avec des spécialistes de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs, c'est que nous, les Belges, on a plutôt bonne presse à l'étranger. Mais pourquoi ? C'est ce que j'ai demandé à Michel Tombroff, ancien CEO de Soft Kinetic et chairman de MuseLab. Il y a quelques pays ou quelques populations comme ça qui bénéficient d'un aura particulier. Les Écossais, les Belges, les Israéliens, les Nordiques. Comme on est des petits pays avec des moyens limités, des ressources naturelles quasiment inexistantes, on est obligé
de se faire remarquer. On n'a pas le choix. Et les Belges, malgré notre toute petite taille, on est partout. Vous allez partout dans le monde, à San Francisco, à New York, en Argentine, en Asie. Il y a toujours des Belges à des positions clés dans des entreprises clés. En Chine, c'est terrible, à Hong Kong, à Pékin, etc. Et puis on a quelques références extraordinaires. Tout le monde dans le monde connaît Tintin. Voilà, c'est tout bête, hein. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, il faut surtout pas penser que c'est un désavantage. Un désavantage, peut-être pas. Mais un vrai challenge pour Alexandra, d'autant plus qu'elle a décidé de se lancer sur un monoproduit. Une réalité qu'il faut bien avoir en tête avant de se lancer. La naïveté, c'est de se dire, j'ai un produit, il tient la route, il a des compétences techniques, il est garanti 2 ans, il est en PVC, éco-friendly, sans solvant, mauvais pour l'environnement, il n'existe pas, c'est une invention, et c'est évident que ça va faire boule de neige. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Pour vendre, pour faire connaître ce qu'on fait, il faut en parler, il faut être sur le terrain, et ça prend du temps. Donc tout ça prend beaucoup de temps, donc de nouveau beaucoup d'énergie. Alexandra se rend rapidement compte que rien n'arrive seul, même lorsque tout semble parfait sur papier. Finalement, avoir un produit fini, ce n'est que le début de l'aventure. Mais Yaka a plus d'un tour dans son sac et peut se permettre de surfer sur 2 vagues à la fois. Celle du secteur créatif, bien sûr, mais aussi celle de la grande distribution. La partie création me sert dans ma commercialisation dans un secteur qui est absolument pas créatif. Je le vois comme quelque chose de très très positif. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est peut-être que dans le secteur créatif, on est plus souvent soumis à une comparaison entre créateurs, entre idées, entre développements. Si on n'utilise pas de classeur, il n'y a pas de Yaka. Mais je veux dire, à part ça, il n'y a pas vraiment de concurrence non plus. Et c'est juste une histoire de feeling et de goût. Oui, on adhère au produit, on n'y adhère pas. Ce n'est pas une question liée à l'émotionnel d'aimer un objet, une ligne de vêtements, un sac. On est dans autre chose. Et puis finalement, c'est un produit de grande consommation parce que c'est un produit qui n'est pas cher. Tout à fait envisageable pour une maman qui a ses enfants que dans la vie professionnelle pour transporter ses documents. De son ancienne vie professionnelle de cadre dans une grosse boîte internationale, Alexandra a évidemment gardé et mis à profit des compétences acquises au fil des années. La structure, des notions de marketing, de sales et des notions financières qui l'ont forcément aidée. Mais elle a su aussi s'entourer des bonnes personnes. On est bon dans certains domaines, on est moins bon dans d'autres, on ne peut pas être top partout et qu'il faut très vite aller chercher la compétence là où nous, on a atteint notre seuil. Donc, ça m'a permis de créer une petite structure qui, au niveau de son développement et de son idée de départ, qui était vraiment de s'internationaliser, d'essayer avec des mini-moyens de le faire dans le bon sens. Et son premier allié, elle n'a pas été très loin pour le trouver. Je suis seule sans être seule, parce que j'ai un associé dans Yaka, qui est mon compagnon. Donc ça, c'est quelque chose de très rassurant. C'est déjà de pouvoir dire à un certain moment, voilà, j'ai une bonne nouvelle, c'est très gai, ou j'ai un problème, on le partage. Lui est tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un cursus, j'ai fait l'université, je suis rentrée dans une boîte, etc. J'étais salariée, etc. Lui, c'est un indépendant convaincu depuis toujours. Donc, il a ces réflexes d'indépendant que moi, je n'ai pas du tout. Donc, le dialogue et le support sont très importants. Mais son soutien, elle ne va pas le chercher que chez ses proches. Elle a su établir des partenariats de sens avec des acteurs expérimentés du secteur. Et c'est sans doute ce qui lui permettra, plus tard, d'affronter la terrible année 2020. Et puis par la suite, finalement, je ne me suis jamais sentie vraiment seule parce que j'ai été très vite en contact avec des entreprises ou des sociétés qui sont mises à notre service pour nous aider. Donc j'ai eu un coach en retail, sales, positionnement de produits pendant plus d'1 an et demi qui m'accompagnait, donc des réunions régulières tous les 15 jours, une fois par mois. J'interagis beaucoup avec la WEX, l'Agence Wallonne à l'exportation, parce qu'ils ont un panel d'aides et de possibilités qui nous sont offerts. Même chose avec la région Wallonne. Et tout ça fait que j'ai essayé de trouver les compétences qui me manquaient via ces créneaux-là. Donc finalement, intramuros, je suis toute seule. Extramuros, il y a une équipe. Cette expérience professionnelle et cette rigueur, c'est très certainement ce qui a aidé Alexandra à cibler l'importance d'une bonne gestion qu'elle a pu mettre en place dès le départ. Virginie Civray, CEO de Start Invest, a elle aussi mis le doigt sur cette erreur fréquente chez les jeunes entrepreneurs. Est-ce que ce sont des erreurs ou est-ce que ce sont des choses qu'on constate souvent? C'est que, et surtout dans les très petites entreprises, on relègue tout de suite au second plan tout ce qui est comptabilité, gestion. Et donc, malgré le fait que ce soit dans nos conventions, qu'il y a voilà, toute une série de choses à respecter, etc., on voit que souvent c'est « Oh, j'ai aucune idée. Et votre trésorerie, vous avez besoin de combien par mois? Aucune idée. »
au final. Donc ça, c'est super important. Il faut avoir une conscience de ce que coûte sa société au mois le mois. Il faut avoir conscience de quelles sont vos ventes effectives, probables, mettre des pourcentages, des probabilités, etc. Il faut toujours finalement avoir une sorte de monitoring. Il faut avoir un moniteur. Et donc ça veut dire qu'il faut mettre des petites procédures en place qui ne sont pas très compliquées. Et se dire aussi que les services externes, comme des comptables, etc., ça n'est pas un coût, c'est de l'investissement. Ça vous permet d'avoir une vision claire sur où vous en êtes, etc. Donc ça, c'est petit conseil, en tout cas pour les très petites entreprises, c'est ne pas négliger cette bonne connaissance comptable et financière de la situation au mois le mois. Ensuite, effectivement, les méthodes qu'on appelle en start-up lean, c'est-à-dire essai-erreur, selon les capacités que l'on a en ressources humaines, en conseil, en finance, en fonds disponibles, ça c'est quand même pas mal. Tout s'annonce bien pour Yaka. Le rêve devient réalité pour Alexandra. Les investisseurs croient au projet, sa famille la soutient. Elle s'entoure d'experts et de conseillers qui la font avancer et le produit est accueilli à bras ouverts par le secteur. Tous les indicateurs sont positifs. Et pourtant, l'imprévisible se produit. En l'espace d'une semaine, tout son monde s'écroule. Dans mon cas, les salons internationaux se font fin d'année et début d'année. Fin janvier 2019, je rentre, mais heureuse comme tout, avec une énergie colossale, parce que mon produit manifestement intéresse et que j'ai plus de 120 cycles de vente qui se mettent en route. Pour pouvoir traiter ça, il fallait que j'ai également un stock suffisant. Donc je relance une grosse commande de production. Et le 15 mars, tout s'arrête. Les distributeurs avec lesquels j'ai signé, qui se sont engagés sur des bons de commande, me disent tous « No way, pas cette année, on croit au produit, il nous faut aussi le temps de pouvoir le lancer, de le marketer correctement, donc acceptez-vous qu'on commence l'aventure en avril 2021 ». Et je savais très bien en plus que j'avais investi beaucoup d'argent et de développement marketing dans ce lancement des gros salons. Donc, ça a été une semaine extrêmement dure où directement je me suis dit, voilà, c'est terminé, je ne passerai pas outre de ça. Ça a été l'enfer. Pour cette hyperactive positive de nature, pas le choix. Il faut trouver le moyen de rebondir. Et sa stratégie est simple, investir le web. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, comme à son habitude, loin de se renfermer sur elle-même, elle se met à chercher des partenaires qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Est arrivée aussi une personne qui a sa société de communication spécialisée en médias digitaux, qui, pendant le Covid, m'a dit « Voilà ce que je fais, mais pensez-vous pas qu'il faudrait plus de visibilité là, faire ça comme ça, etc. » Et j'ai dit « Mais welcome, quoi !» Et elle a rejoint l'équipe Yaka pour développer cette partie-là. Donc maintenant, le focus, c'est de sauver l'année 2020 par un canal qui a été finalement ouvert dû au Covid. Mais malgré son optimisme et sa capacité à s'adapter, la période reste extrêmement difficile à manœuvrer, causant son lot de problèmes et d'angoisses. Comme beaucoup d'entrepreneurs en période de crise, Alexandra passe en mode survie et prend des décisions difficiles car elle le sait, sans ça, c'est terminé. C'est terminé. Donc je savais, j'avais calculé au départ que mon développement dans Yaka en créant la société, je vivais sur mes économies et que je pouvais rester autant de mois, c'était pas très très longtemps, mais sans revenus. Et puis l'environnement économique fait que les choses se passent autrement. La première chose que je devais faire, c'était diminuer au maximum les frais, garder ce que j'ai en trésorerie en attendant que ça reprenne. Et surtout, avoir les moyens d'investir là où il faut pour faire connaître mon produit. Donc tout ça représente en fait mon angoisse principale. Il ne me reste qu'une question à poser à une jeune entreprise qui se lance au beau milieu d'une pandémie. C'est quoi les perspectives d'avenir ? Ma perspective de croissance, elle est surtout de trouver le meilleur moyen pour faire connaître mon produit et puis de faire connaître ma marque. Je ne veux pas du tout terminer sur une note négative, au contraire, parce que c'est un enrichissement incroyable et je suis tellement heureuse de faire ce que je fais. Je suis dans un rôle actuellement plutôt protectionniste, d'essayer de ne pas mettre de l'énergie là où je ne sais rien faire, c'est-à-dire le timing qui est associé à la reprise. Et j'ai un an dans les pattes comme beaucoup. Donc l'évolution et le développement, on verra après le fait que la reprise s'amorce et que petite entreprise comme les nôtres ait une petite chance de survivre. Comme beaucoup d'entreprises, entre passion, difficultés financières et nuits sans sommeil, Yaka survit. Alexandra poursuit son rêve, laissant tous les plans et tous les tableaux Excel dans le monde d'avant, et elle s'accroche à cette idée,
Si le futur est incertain, il est aussi plein d'avenir. Vous venez d'écouter Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives, sur une idée originale de Wallonie Design et Start Invest, produit et réalisé par le studio Les Visions, avec le soutien de la Wallonie. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur vos applications podcast et sur les réseaux de Wallonie Design et Start Invest.